Voici la Terre aujourd'hui. Environ 15 000 satellites en orbite et les 2 tiers appartiennent à une seule entreprise. SpaceX. Depuis le sol, par une nuit vraiment sombre, vous pouvez peut-être en apercevoir 2 ou 3 qui passent. Maintenant, voici à quoi pourrait ressembler votre ciel nocturne d'ici 2050. Car en janvier, SpaceX a demandé l'autorisation de lancer jusqu'à 1 million de nouveaux satellites. Et ce n'est pas pour Internet, c'est pour faire fonctionner l'IA. Et ils ne sont pas les seuls. Blue Origin, Amazon, la Chine et quelques autres ont tous déposé leurs propres projets. Si vous les additionnez tous, il y a plus de 1 700 000 engins spatiaux qui attendent une signature pour être lancés. Si même une fraction de cela se réalise, vous lèverez les yeux la nuit et verrez plus de machines traverser votre ciel que de vraies étoiles. La Voie lactée deviendra un lointain souvenir. Et si 2 d'entre eux venaient à se heurter là-haut, cela pourrait déclencher une réaction en chaîne qui nous piégerait tous, ici, sur Terre, pour de bon. D'accord, tout cela semble assez effrayant. Alors pourquoi le font-ils vraiment? C'est en réalité parce que l'IA est vorace. Voici un centre de données d'IA nommé Colossus, juste à l'extérieur de Memphis, dans le Tennessee. À l'intérieur, vous trouveriez environ 200 000 des puces informatiques les plus puissantes de la planète, toutes organisées dans des racks comme celui-ci. Chaque rack contient environ 15 000 fois plus de puissance de calcul que votre ordinateur portable et consomme autant d'électricité qu'environ 70 foyers. xAI, la société d'IA d'Elon Musk qui fait désormais aussi partie de SpaceX, a construit tout cela en seulement 122 jours. Et le réseau électrique n'était pas prêt. Ils avaient besoin d'assez d'énergie pour 250 000 foyers, et ce n'était tout simplement pas possible. Alors leur solution a été d'acheter une centrale électrique à l'étranger, d'importer 35 turbines à gaz et de la faire fonctionner eux-mêmes. La plupart d'entre elles n'avaient même pas de permis. Colossus existe pour entraîner l'intelligence artificielle, et il a besoin d'énormes quantités d'énergie, plus que ce que le réseau peut fournir. Et ce n'est pas le seul. Chaque fois que vous demandez à un chatbot d'IA d'écrire un email ou de créer une image, quelque part dans un bâtiment comme Colossus, une machine comme celle-ci s'allume et puise de l'électricité sur le réseau. Si vous additionnez tout cela, les centres de données qui alimentent cette révolution de l'IA ont consommé environ 415 TWh d'électricité rien qu'en 2024. C'est plus que ce que tout le Royaume-Uni a utilisé la même année. Environ 1,5% de toute l'électricité utilisée sur Terre. Et ce chiffre augmente très rapidement. D'ici 2030, ce chiffre devrait plus que doubler. Et le réseau électrique ne pourra tout simplement pas suivre. Vous pouvez construire un centre de données comme celui-ci en 1 an environ. Mais une nouvelle centrale électrique prend jusqu'à 5 ans à construire. Et les lignes de transmission, pour transporter réellement cette énergie à travers le pays, peuvent prendre jusqu'à une décennie. Pour des entreprises qui avancent aussi vite que ces sociétés d'IA, c'est comme une éternité. En Irlande, autour de Dublin, la situation est devenue si grave que les opérateurs du réseau ont tout simplement cessé de laisser de nouveaux centres de données se connecter. Une interdiction pure et simple parce qu'ils craignaient tout simplement des coupures de courant. Et il n'y a pas que l'énergie. Il y a un autre énorme problème, la chaleur. Tous ces ordinateurs chauffent énormément. Et pour éviter qu'ils ne surchauffent, il faut tous les refroidir. Et la façon la moins chère de le faire, c'est avec de l'eau. Un seul grand centre de données peut consommer jusqu'à environ 5 millions de gallons d'eau par jour. C'est assez pour des dizaines de milliers de personnes. L'utilité de l'IA et la vitesse à laquelle elle s'améliore sont indéniables. Mais honnêtement, c'est aussi un peu effrayant. Une vidéo à ce sujet arrive bientôt. C'est le mur dans lequel l'industrie de l'IA fonce tout droit. La demande ne cesse d'augmenter, mais il n'y a aucun moyen de suivre le rythme. Alors quelques personnes ont regardé ce problème et se sont dit « Si nous ne pouvons pas suivre le rythme ici sur Terre, pourquoi ne pas aller dans l'espace ?» Dans l'espace, le soleil ne se couche jamais. Il n'y a ni nuages ni atmosphère pour bloquer la lumière du soleil. Pas de voisins qui déposent des plaintes, pas d'autorisation d'occupation du sol, juste un ensoleillement illimité, 24 heures sur 24, prêt à être capté. Et dit comme ça, l'idée semble effectivement séduisante. Pourquoi se battre pour des lignes électriques et pomper des rivières entières à travers des centres de données ici-bas, alors qu'on pourrait simplement emmener les ordinateurs eux-mêmes dans l'espace? Et donc, plus tôt cette année, SpaceX a déposé un vrai projet pour faire exactement cela. Jeff Bezos a déjà déclaré que nous construirons des clusters d'IA de plusieurs gigawatts dans l'espace au cours des prochaines décennies. Parce que là-haut, le soleil brille toujours. Et cela règle aussi le problème de la chaleur, non? Je veux dire, l'espace est censé être vraiment froid. Là-bas, il fait environ moins 270 degrés Celsius. C'est presque aussi froid qu'il est physiquement possible d'atteindre. On pourrait sûrement simplement installer ces ordinateurs là-haut et ils fonctionneraient toujours bien au frais. Ça a l'air génial. Mais comme nous allons le découvrir, l'espace n'est pas froid comme un réfrigérateur, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Et cela pourrait même rendre le refroidissement de ces ordinateurs encore plus difficile. Le 30 janvier 2026,
SpaceX a officiellement déposé une demande pour lancer jusqu'à 1 million de satellites qui fonctionneraient comme des centres de données alimentés par l'énergie solaire en orbite. C'est l'avenir qu'ils imaginent. Dans quelques années, vous vous réveillerez avec des images d'un vaisseau Starship de SpaceX s'élevant en orbite terrestre. À ce moment-là, ce sera devenu banal. Starship est une fusée entièrement opérationnelle depuis 2027 et a même été utilisée lors de la mission Artemis 3 de la NASA pour préparer l'atterrissage sur la Lune. Mais celle-ci est différente. Il ne transporte ni personne, ni Starlinks, ni même de carburant. Celui-ci transporte un seul satellite. Un seul. Il atteint l'orbite, se déploie, et alors que Starship commence à s'éloigner, l'objet commence à se déplier, encore et encore, jusqu'à ce qu'il s'étende sur environ 70 mètres d'une extrémité à l'autre, soit à peu près la longueur d'un Boeing 747. Tout cela est un ordinateur, un centre de données qui vole à 600 km au-dessus de votre tête, fonctionnant uniquement grâce à la lumière directe du Soleil. Voici le satellite AI-1 de SpaceX, et ce n'est pas de la science-fiction. C'est le véritable avenir pour lequel SpaceX a réellement déposé une demande. Ce sont les spécifications qu'Elon Musk a présentées sur scène. Alors, prenons-les au pied de la lettre et voyons à quoi ressemblerait réellement cet avenir. L'AI-1 fait 70 mètres de large. Voici les panneaux solaires. Au centre, vous trouverez un ordinateur avec 120 kW de puce DIA. C'est à peu près l'équivalent d'une baie de serveur du centre de données Colossus dont nous venons de parler. Et voici le radiateur. Il est conçu pour refroidir l'ensemble. Leur plan est d'en placer 1 million en orbite, dans des couches situées entre 500 et 2000 km au-dessus de la surface. Ils seront tous connectés, communiquant entre eux par des liaisons laser et entièrement alimentés par l'énergie solaire. Mais cet engin est énorme. Voici un Starlink classique que nous avons aujourd'hui, à côté de l'AI-1. L'AI-1 pèse près de 2 tonnes, soit environ 2 fois et demi plus qu'un Starlink. Donc, 1 million d'entre eux pèseraient environ 2 millions de tonnes, tout cela devant être envoyé en orbite. Dans toute l'histoire des vols spatiaux, depuis Sputnik en 1957 jusqu'à aujourd'hui, tout ce que nous avons jamais lancé, chaque fusée, chaque sonde, chaque satellite, chaque pièce de chaque station, tout cela représente environ 20 000 tonnes. C'est seulement 1% de toute la masse que SpaceX devrait lancer pour cette constellation. Et ce n'est que pour les lancer une seule fois. Ces satellites vont s'user, les radiations rongent leur puce en environ 5 ans. Donc, pour maintenir la constellation en vie, il faut en gros lancer des satellites de remplacement en permanence. Quelque chose comme 4000 lancements de Starship chaque année. Cela fait 11 lancements par jour, un toutes les quelques heures, pour toujours. Et il y a une phrase en particulier dans leur proposition qui m'a vraiment intrigué. SpaceX a écrit que le lancement de cette constellation est, et je cite, une première étape pour devenir une civilisation de type 2 sur l'échelle de Kardashev, capable d'exploiter toute la puissance du Soleil. Maintenant, l'échelle de Kardashev est une idée réelle. Elle vient d'un astronome soviétique en 1964. Elle classe les civilisations selon la quantité d'énergie qu'elles peuvent maîtriser. Une civilisation de type 1 contrôle toute l'énergie de sa planète d'origine. Une de type 2 contrôle la production d'énergie de son étoile, jusqu'au dernier photon. Et une de type 3, toute la galaxie. C'est l'échelle que nous utilisons pour imaginer à quoi ressemblerait une civilisation vraiment avancée. Actuellement, l'humanité se situe à environ 0,73 sur cette échelle. Nous n'avons même pas encore maîtrisé l'énergie de notre propre planète. Mais ceci, dit SpaceX, est la première étape. Et s'ils parvenaient à mettre en orbite ce million de satellites, ils auraient environ 100 gigawatts de puissance de calcul d'IA en orbite. C'est environ 2 fois ce que tous les centres de données d'IA sur Terre peuvent faire actuellement. Ça semble très prometteur, mais parlons du gros problème que nous n'avons pas encore abordé. La chaleur. Tout le monde suppose que puisque l'espace est glacial, c'est l'endroit idéal pour installer un centre de données. Mais l'espace n'est pas froid de la même manière que votre congélateur. Réfléchissez à la façon dont tout ce que vous possédez se débarrasse de la chaleur. Le ventilateur de votre ordinateur portable évacue l'air chaud. C'est la convection. Si vous posez une poêle chaude sur le comptoir, la chaleur se transfère dans le comptoir, refroidissant la poêle. Ça, c'est la conduction. Les deux nécessitent une forme de matière. L'air, le métal, les molécules. Quelque chose de physique pour transporter la chaleur de l'endroit chaud vers l'endroit froid. Dans le vide de l'espace, il n'y a rien de tout cela. Pas d'air pour souffler, pas de comptoir froid à toucher. Un ordinateur en orbite ne peut perdre sa chaleur que d'une seule façon, en rayonnant. Tout objet chaud rayonne. Je veux dire, tu rayonnes en ce moment. Tu dégages de la chaleur infrarouge. Si tu as déjà vu des images d'une caméra thermique, c'est exactement ce que tu regardes. Dans l'espace, cette faible lueur est la seule issue pour la chaleur. Prenons l'ISS. Chaque ordinateur, chaque lumière
chaque système de survie qui génère de la chaleur. Et si tu additionnes tout, ça fait environ 70 kW qu'il faut évacuer. C'est encore moins qu'une seule des meilleures baies de serveurs IA de Nvidia. Et rien que pour se débarrasser de cette chaleur, la station a besoin de ces énormes ailes blanches que tu vois toujours sur les photos. 156 mètres carrés de radiateurs. Ça représente environ 7 tonnes de matériaux. Maintenant, regardons l'AI One de SpaceX. Elle dispose de 120 kW de puissance de calcul à l'intérieur. Et ça veut dire 120 kW de chaleur à évacuer. Alors regarde le design. On pourrait penser que ces deux énormes ailes sont les radiateurs, mais ce n'est pas le cas. Ce sont des panneaux solaires, environ 600 mètres carrés, qui absorbent la lumière du soleil pour alimenter l'ordinateur. Le refroidissement, c'est cette fine bande qui descend au milieu. C'est un seul radiateur, 110 mètres carrés de panneaux. Mais surtout, il rayonne des deux côtés, à l'avant et à l'arrière. Donc, en réalité, cela fait 220 mètres carrés de surface, le tout rejetant la chaleur dans l'espace. Et son fonctionnement ressemble plus à celui de votre voiture que vous ne le pensez. Un liquide de refroidissement est pompé juste à côté des puces. Il absorbe la chaleur, puis la transporte jusqu'aux ailettes. Le panneau répartit ensuite cette chaleur sur toute sa surface et la dissipe sous forme d'infrarouge. Et le liquide refroidi fait une boucle pour recommencer le processus. Alors, 220 mètres carrés, est-ce vraiment suffisant ? Si vous le faites fonctionner à une température ambiante confortable, disons 25 degrés, un vrai radiateur dissipe environ 400 watts par mètre carré à cette température. Donc l'ensemble du panneau dissipe environ 90 kW. Et c'est un problème, parce qu'il nous en faut 120. À température ambiante, on ne peut tout simplement pas suivre. Mais il n'est pas obligé de fonctionner à température ambiante, il peut chauffer. Et fonctionner à haute température change tout. Lorsqu'une surface chauffe, la chaleur qu'elle émet ne grimpe pas simplement de façon régulière. Elle augmente avec la 4e puissance de la température. Quelques degrés de plus, et beaucoup plus de chaleur se dissipe. Si on chauffe ce panneau à 48 degrés Celsius, il gère maintenant les 120 kW complets. 48 degrés, c'est parfaitement confortable pour les puces en silicium modernes. Si on pousse jusqu'à 61, il supporte le pic de 150 kW de l'AI One. Et c'est tout le secret sur lequel ils doivent compter. En faisant fonctionner le système à haute température, on évacue beaucoup plus de chaleur par rayonnement. C'est la façon la moins efficace de transférer la chaleur, mais cela évite d'abord à construire un radiateur beaucoup plus grand. SpaceX conçoit même une puce spéciale qui fonctionne exprès à des températures très élevées afin de pouvoir intégrer plus de puissance de calcul dans chaque satellite sans avoir à l'agrandir ni à compliquer son lancement. D'accord, mais est-ce que tout cela fonctionne vraiment ? Eh bien, en théorie, oui. Si SpaceX pouvait construire le satellite qu'ils ont annoncé, il n'y a aucune loi de la physique qui dit qu'il surchaufferait et mourrait. Une start-up appelée StarCloud a déjà envoyé une vraie Nvidia H100 en orbite et entraîné un petit modèle d'IA là-haut. La Chine a déjà des grappes de satellites d'IA qui communiquent entre eux avec des lasers. La physique du refroidissement est difficile, mais elle est comprise. Et des gens font déjà tourner des versions préliminaires de cela en ce moment. Mais il y a deux problèmes encore plus profonds. Le premier, c'est de savoir si cette chose survivrait même. L'espace est complètement saturé de radiation. Et les radiations sont un poison pour les puces d'IA de pointe. Un seul rayon cosmique peut inverser un transistor, corrompre un calcul ou simplement détruire lentement le silicium. On peut fabriquer des puces spécialement renforcées pour l'espace, mais elles ont des années de retard sur celles qui sont déjà dans notre téléphone. Les radiations useront ces ordinateurs au bout d'environ 5 ans, et on ne peut pas vraiment envoyer quelqu'un là-haut pour changer une carte graphique. Donc, tous les quelques années, il faudrait relancer tout votre centre de données d'IA depuis le début. Et le deuxième gros problème, c'est celui que ces entreprises d'IA connaissent très bien, de l'argent. Au final, si c'est tout simplement trop cher, rien de tout cela n'arrivera. Google a même fait des calculs pour l'informatique en orbite, et ils ont découvert que pour que les centres de données dans l'espace coûtent à peu près le même prix que ceux ici sur Terre, il faudrait envoyer 1 kilogramme de matériel là-haut pour environ 200 $. Aujourd'hui, au mieux, ce chiffre est d'environ 2700 $ avec une Falcon 9. Pour que cela fonctionne, il faudrait que ce soit 13 fois moins cher qu'actuellement. Et tout cela dépend d'une seule fusée. Starship. Elle est gigantesque, et si elle tient ses promesses, elle fera baisser les coûts de lancement à moins de 100 $ le kilogramme. C'est assez bon marché pour rendre toute cette idée réalisable. Mais au moment où je fais cette vidéo, Starship n'a toujours pas atteint l'orbite, et je n'ai aucun doute qu'il y parviendra un jour. Mais quand ? Personne ne peut le dire. D'accord, supposons qu'ils réussissent avec Starship et commencent réellement à construire ces satellites AI One. À quoi ressemblerait ce futur concrètement ? Comme nous l'avons vu, les envoyer là-haut nécessiterait des années de lancement quasi constants rien que pour ça. On ne s'arrête jamais vraiment, car les radiations détruisent sans cesse les plus anciens. 11 lancements par jour, indéfiniment, juste pour maintenir le statu quo. Mais une fois qu'ils seront enfin tous en orbite, voilà à quoi cela ressemblera. Chaque satellite se retrouve avec environ 600 km² de ciel
rien que pour lui. Si vous imaginez, cela fait un satellite, puis rien d'autre que du vide noir sur environ 24 km, soit la longueur de Manhattan, Et puis le suivant. Ça n'a pas l'air si terrible, non? Une poignée de ces petites machines solitaires, chacune dans son propre cube de vide de la taille de Manhattan. Peut-être que ce ne sera finalement pas une catastrophe. Mais rien là-haut ne reste immobile. Chacun de ces énormes engins spatiaux se déplace à 27 000 km/h. Et ils ne vont pas tous dans la même direction. À cette vitesse, un simple éclat de peinture transporte l'énergie d'une balle de fusil. Un boulon perdu frappe comme une grenade à main. Et quand deux satellites entiers se croisent, ils se rencontrent à environ 11 km par seconde. Plus vite que vous ne pourriez cligner des yeux, et ils se seraient traversés complètement, et les deux auraient disparu. Actuellement, Starlink évite cela grâce à des satellites qui se pilotent eux-mêmes. Chacun reçoit un flux constant de données sur tout ce qui l'entoure. Et si quelque chose approche, il allume ses propulseurs et se déplace pour l'éviter. Aucun humain n'est impliqué. Et l'ampleur de cela aujourd'hui est déjà difficile à croire. Rien que pendant les 6 premiers mois de 2025, Starlink a dû dévier plus de 140 000 fois. Cela fait environ 800 esquives chaque jour. Parmi toutes les constellations là-haut, 2 satellites passent maintenant assez près pour déclencher une alarme environ toutes les 22 secondes. Et ce n'est que le trafic d'aujourd'hui, avec seulement 15 000 satellites. Pas 1 million. Pas les 1 700 000 qui ont en fait été déposés. C'est l'un des plus grands dangers de pousser aussi fort dans l'orbite. On appelle ça le syndrome de Kessler. Et la raison pour laquelle ça me fait peur, c'est parce que c'est tellement simple. Une collision ne détruit pas seulement 2 satellites, elle les réduit en milliers de fragments. Et chaque fragment devient un projectile sur sa propre orbite, imprévisible, à la recherche du prochain satellite, qui, à son tour, se brise en 1000 autres morceaux. C'est un effet de cascade incontrôlable, jusqu'à ce que toute la bande orbitale devienne une coquille d'éclat mortel qu'aucune fusée ne peut traverser pendant des décennies, et nous restons coincés sur Terre. Pour l'instant, les satellites peuvent esquiver, et c'est la seule chose qui nous sauve. Mais si ce n'était plus possible, une tempête solaire suffisamment puissante pourrait perturber l'électronique de toute la flotte en même temps. Ils perdraient la capacité de se diriger. 1 million de machines dérivant soudainement. Si chaque satellite perdait la capacité de naviguer demain, combien de temps faudrait-il avant qu'une collision catastrophique ne se produise? En 2018, avant les méga-constellations, la réponse était d'environ 120 jours. Cela ne laissait que 4 mois de marge. En 2025, ce délai était tombé à moins de 3 jours. En 7 ans, nous sommes passés de plusieurs mois de sécurité à 72 heures. Mais il y a une chose qui joue en notre faveur, c'est l'altitude. Plus bas, autour de 550 km, il reste encore une infime trace d'atmosphère, juste assez de traîner pour ramener un satellite hors service et le faire brûler dans l'atmosphère en environ 5 ans. À cette altitude, le ciel s'auto-nettoie en quelque sorte. Mais SpaceX ne les garde pas tous aussi bas. Les constellations montent jusqu'à 2000 km d'altitude. Et là-haut, il n'y a pratiquement aucune traînée. Une épave à cette altitude ne redescend pas en 5 ans. Elle reste pendant des siècles. Certaines restent même pendant des milliers d'années. Et n'oubliez pas, il n'y a pas que SpaceX. Des entreprises et des pays du monde entier construiront leurs propres constellations, tous obligés de partager la même orbite, tous devant coopérer pour éviter ce futur terrifiant. Voilà ce qui se passe si tous ces projets aboutissent. Ça semble déjà dystopique, et nous n'avons même pas encore atteint la partie la plus effrayante. Maintenant, je veux vous montrer la partie la plus triste de tout cela. Que se passe-t-il avec le ciel nocturne ici sur Terre? Une astronome nommée Samantha Lawler a réalisé une simulation du ciel à mesure que chacune de ces constellations est mise en service. Avec 65 000 satellites, ce qui n'est qu'une infime fraction de ce qui est proposé, Un point lumineux sur 15 que vous pouvez voir la nuit n'est plus une étoile, c'est une machine. Alors que se passe-t-il quand on passe à 1 million? Il y a plus de satellites dans le ciel que d'étoiles pendant la majeure partie de la nuit, la majeure partie de l'année, partout sur Terre. Sous un ciel parfaitement sombre, vos yeux peuvent percevoir environ 1000 étoiles à la fois. 1 million de satellites signifierait plus de 1000 points lumineux artificiels glissant dans le ciel chaque fois que vous levez les yeux. Et d'une certaine manière, c'est encore pire. En ce moment, si vous vouliez échapper au ciel pollué par la lumière, il vous suffirait de quitter la ville et de conduire jusqu'à un endroit sombre. Mais, dans ce futur, le ciel lui-même brille. Il n'y a plus aucun endroit où aller. Le mois dernier, l'Observatoire européen austral a modélisé à quel point ces satellites augmenteront la lueur du ciel. Avec 60 000 satellites,
tous suffisamment faibles pour respecter les directives de luminosité de l'UAI, le ciel s'éclaircit d'environ 1/100000%. Vous ne le remarqueriez même pas. Le vrai problème, ce sont les miroirs. Une entreprise appelée Reflect Orbital veut placer d'énormes réflecteurs en orbite capables de diriger la lumière du Soleil vers n'importe quel endroit sur Terre. Littéralement, de la lumière du Soleil à la demande, quand vous le souhaitez. 5000 de ces satellites d'ici 2030 rendraient le ciel nocturne 20 à 30% plus lumineux. Si on passe à 50 000, comme ils le souhaitent d'ici 2035, et ce serait 200 à 300% plus lumineux. Ce n'est même plus un ciel sombre. C'est la pollution lumineuse d'une banlieue partout sur Terre. Chaque nuit. La recommandation de l'ESO est très simple. Gardez le nombre total de satellites en dessous de 100 000 et assurez-vous que chacun d'eux soit plus faible qu'une magnitude 7. Nous en sommes loin. Il existe déjà des propositions pour 1 700 000 nouveaux satellites. L'ancienne consolation était que les satellites ne sont visibles que parce qu'ils captent la lumière du Soleil et la reflètent. Donc, une fois qu'ils se retrouvent dans l'obscurité profonde de la nuit, dans l'ombre de la Terre, ils devraient eux aussi devenir invisibles. Et c'est en grande partie vrai aujourd'hui, mais seulement parce que les satellites actuels orbitent à basse altitude. Ces centres de données d'IA, situés à 2000 km d'altitude, resteront baignés de lumière solaire presque en permanence, ce qui est justement le but recherché. Ils veulent maximiser leur temps d'exposition au Soleil pour faire fonctionner les ordinateurs. AI-One dispose de 600 mètres carrés de panneaux solaires. C'est 5 ou 6 fois plus de surface réfléchissante que les Starlink qui passent actuellement au-dessus de votre tête. Et il n'est fait mention nulle part dans le dossier de quelconque système d'atténuation, de revêtement ou de film miroir pour réduire la luminosité. Donc, selon l'altitude à laquelle ils volent, chacun d'eux serait quelque part entre l'une des étoiles les plus brillantes du ciel et un point plus lumineux que Jupiter. Et dois-je vous rappeler que SpaceX en veut 1 million? Il se pourrait qu'il n'y ait plus jamais un seul instant, n'importe où sur Terre, avec un ciel dégagé, sans qu'un satellite ne traverse votre champ de vision. Eh bien, c'est plutôt déprimant. Alors, qui a réellement le droit de dire oui à cela? Qui décide à quoi ressemblera le ciel nocturne pour tout le monde? On pourrait penser qu'il s'agirait d'un grand débat à l'ONU, d'un traité ou d'un vote mondial entre tous les pays de la Terre, mais ce n'est pas le cas. Il suffit d'une seule agence américaine, la FCC. Et la FCC a été créée en 1934 pour empêcher les stations de radio américaines de brouiller mutuellement leurs émissions. C'est littéralement tout. Si vous voulez exploiter un satellite, vous devez pouvoir communiquer avec lui et qu'il puisse vous répondre, ce qui signifie utiliser le spectre radio. Donc, lorsque SpaceX dépose une demande pour 1 million de satellites, la FCC vérifie essentiellement une seule chose. Le signal radio interfère-t-il avec celui de quelqu'un d'autre? Il ne vérifie pas leur luminosité. Il ne vérifie pas les débris spatiaux. Il ne vérifie pas les dommages causés à la couche d'ozone lors de leur désorbitation. Juste la radio. Samantha Lawlor, qui est cette même astronome qui a réalisé les simulations tout à l'heure, l'a mieux exprimé que moi. C'est fou qu'une petite entreprise en Californie, avec la permission d'une seule agence qui s'occupe des transmissions radio, puisse changer le ciel pour tout le monde sur Terre. Nous sommes en 2050. Vous emmenez votre enfant dehors pour lui montrer la Voie lactée et lui raconter à quel point vous aimiez observer les étoiles, il y a bien longtemps, en 2026. Vous levez les yeux et le ciel est vivant. Pas seulement quelques satellites qui passent comme aujourd'hui, des milliers d'entre eux se déplacent si vite, dans tant de directions qui se croisent, c'est difficile à suivre. Le ciel donne le vertige. Votre enfant ne vous croit même pas vraiment quand vous dites qu'autrefois, on pouvait voir la bande lumineuse de la Voie lactée s'étendre au-dessus de nos têtes. Il pense que les vieilles photos sont générées par l'IA. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, il n'existe aucun endroit sur Terre où l'on puisse admirer un ciel nocturne vraiment naturel. Mais tous ces satellites au-dessus de nos têtes ne sont pas des décorations. Ils font fonctionner le GPS de votre voiture, la météo sur votre téléphone, l'Internet sur lequel le monde repose, les systèmes dont dépendent votre banque et votre hôpital. Et tout cela tient à un fil. Si une collision majeure se produit, nous perdons tout et nous restons coincés ici sur Terre, complètement impuissants. À cette échelle, un satellite retombe sur Terre à quelques minutes d'intervalle, déchirant un peu plus la couche d'ozone chaque année. Et quand ton enfant te demande « Pourquoi ont-ils fait tout ça ?», tu devras répondre honnêtement. Pour entraîner l'IA. Et tout ce que je viens de te montrer, c'est la version édulcorée, celle où les choses se passent à peu près comme prévu. Et nous n'avons même pas abordé la plus grande question de toutes, à savoir si remodeler le seul ciel que chaque humain sur Terre partage, simplement pour entraîner l'IA, est vraiment quelque chose que nous devrions faire. Mais rien n'est garanti. Pas encore. Nous avons le choix. La technologie permettant de rendre ces satellites presque invisibles existe déjà. Nous la développons depuis des années maintenant. La différence entre un ciel que nous pouvons préserver
et un ciel que nous perdons n'est pas une question de physique. Cela dépend de savoir si quelqu'un décide que l'espace au-dessus de nos têtes mérite d'être protégé avant qu'il ne soit trop tard. Les étoiles ne disparaissent pas parce qu'elles s'en vont, elles disparaissent parce que nous construisons un mur entre elles et nous. C'est un avenir que nous choisissons, ce qui veut dire qu'en ce moment, c'est encore un avenir que nous pouvons choisir de ne pas avoir. J'ai mis des ressources ci-dessous si vous voulez apprendre comment vous pouvez aider à protéger cela pour les générations qui viendront après nous. On se retrouve dans la prochaine vidéo.